Ladies and gentlemen, this is Rolling number 5. One, two, three, four, five. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in, just set in the trumpet. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press one step left and one step right. One to the front and one to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. A little bit of D&D in my life, a little bit of Shadowrun by my side, a little bit of homebrew's all I need, a little bit of Fiasco's what I see, a little bit of Tulu in the sun, a little bit of vampire all night long, a little bit of rolling, here I am, a little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you, 'cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit. Rolling number 5. Bon, et ben bienvenue à tous les matinaux. Je sais pas si on a beaucoup de monde sur le stream. Que je regarde un coup. Je pense pas qu'il y en ait grand monde. Je peux venir dessus si tu veux. Ah, comme ça fera 2 spectateurs. Là, j'ai 0 spectateur. Tu m'étonnes, à 2h du matin. Ah ouais, un dimanche matin 10h, c'est un peu chaud. Sur un week-end prolongé. C'est faux. Ah bah Même pour ceux qui justement. participent. Eh bien, c'est parti. Donc, bah voilà, bah écoutez, aujourd'hui, on va commencer avec... je regarde si le son, ouais, le son il marche. On va commencer avec une petite partie de chasse. Une petite partie de chasse en fin d'hiver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Wurm, parce qu'il y a un très bas, donc on dit Wurm. Ça se passe il y a environ, l'histoire je vais vous raconter aujourd'hui se passe il y a environ 40 000 ans.
à l'époque de la fin de l'ère glaciaire qu'il y avait en France. Je vais vous montrer une petite carte, même si c'est pas utile pour le jeu. Ça permet de situer. Pour la partie d'aujourd'hui, vous n'aurez pas besoin de la carte, mais bon. Alors pour ceux qui ont la tête sans dessus-dessous, vous reconnaîtrez que c'est la France, mais à l'envers. Le nord au sud et le sud au nord. Ici, ce que vous avez en haut, ce sont les Pyrénées. Ici, ce que vous avez, les montagnes blanches, ce sont les Alpes. Donc, dans le jeu, on appelle ça les montagnes blanches et les montagnes grises. D'accord. Et les monts du Feu, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Massif central. Là, vous avez le fleuve puissant qu'on appelle aujourd'hui la vallée du Rhône. Donc voilà un petit peu à quoi ressemblait la France. Ce que vous avez tout en bas de la carte, qui sont les ombres. Alors vous avez ici en bas comment on nomme les directions dans Wurm. Le zénith et les ombres pour le sud et le nord. Le levant et le couchant pour l'est et l'ouest. Les ombres c'est à peu près le tiers nord de la France qui est recouvert par les glaces, quoi. Donc on est en fin de période de glaciaire où les glaces sont en train de remonter, enfin de descendre, de s'éloigner vers les ombres. Les cols des montagnes blanches et des montagnes grises ont commencé à devenir accessibles et une nouvelle espèce d'être humain a débarqué sur les terres ancestrales où vivaient les hommes de Néandertal qu'on appelle dans le jeu les hommes ours. Et cette nouvelle espèce d'être humain, c'est ce qu'on appelle dans le jeu les hommes longs. Ce sont essentiellement ce que vous allez incarner aujourd'hui, à l'exception de Glouton Subtil, qui est un métis homme long, homme ours. Donc les hommes longs, ce sont ce qu'on appelle les hommes anatomiquement modernes, ou qu'on appelle aussi les homo sapiens sapiens. Et donc il y a déjà plusieurs générations. Peut-être même... ouais, c'est toujours des grandes échelles de temps à cette époque-là. Je pense que ça doit faire à peu près 1000 ans, un peu plus, qu'ils ont débarqué. Donc c'est dans ce contexte un petit peu de conflit entre deux espèces qui se battent, qui se disputent des territoires que cette histoire va se dérouler. On est à la fin de l'hiver. On est à la fin de l'hiver et vos personnages, votre clan, que j'ai appelé le clan du Dolrou, comme tous les clans, en fait, vous êtes quelque part un peu semi-nomades. C'est-à-dire que vous avez un camp pour l'hiver et un camp pour l'été. Et des fois, il y a même des camps pour d'autres saisons. Il y a souvent un camp pour ce qu'on appelle la saison des massacres, qui est l'automne, qui est la période où on chasse beaucoup pour faire le plein de nourriture avant l'hiver. Mais là, vous êtes donc à votre camp d'hiver, qui sont généralement des grottes abritées dans les reliefs. Et il se trouve que la saison des massacres n'a pas été très bonne cette année. Et vous manquez un peu de nourriture. Donc ce qu'il a été décidé, c'est d'envoyer plusieurs délégations, plusieurs groupes de chasseurs pour essayer de trouver de quoi finir l'hiver et passer la prochaine, tenir jusqu'à l'été, quoi, au moins, ou en tout cas la fin du printemps, où il y aura un peu plus de proie. Et vous êtes donc un petit groupe de chasseurs qui déjà erraient dans ces plaines encore couvertes de un peu de neige et de plaques de plaques boueuses, dégelées, puis regelées, avec des plaques de verglas. Donc un environnement un peu chaotique et surtout assez désert en matière de gibier.
ressources. Alors, il y a quelques petits gibiers qui courent par-ci par-là, qui commencent à sortir, des petits mulots, des musaraignes, mais c'est pas avec ça que vous allez vous nourrir. Vous êtes donc à cette recherche cette recherche de gibier un peu plus conséquent pour nourrir votre clan. Quand cette histoire commence. Peut-être on va faire un petit tour pour que vous vous présentiez. Je vais les prendre, tiens, dans l'ordre enfin, je vais les prendre dans l'ordre où je les ai mis où ils sont sur Discord, quoi, où ils apparaissent dans Twitch, quoi. Vent Vif en premier. Bah, qui est un Vent Vif? Dis-moi un petit peu qui est Vent Vif, comme ça, brièvement. Bon, vif. En tant que force et faiblesse. Hein. Bah, un petit peu, comment tu l'as décrit, qui elle est. Du voix. coup, Improvisation, c'est le une matin de femme de bonne heure. 19 ans. Je dis improvisation, le matin de bonne heure au réveil. Ouais, mais je déteste. Du coup, c'est une femme de 19 ans. On va dire plutôt calme. Vous savez qu'elle a beaucoup de réflexes, qu'elle arrive à grimper des montagnes sans trop de difficultés. Et puis, là, tout de suite, j'ai plus d'idées. Ok. Ça fera l'affaire, ça sera très bien. Effectivement, 19 ans, à cette époque-là, on considérait l'âge adulte autour de 16-17 ans, quelque chose comme ça. Ah oui, c'est une chasseuse aussi. Et voilà. Et donc, Voilà. oui, il y a hommes et femmes, on faisait pas trop la différence. Enfin, en tout cas, dans le jeu, on considère qu'il y a peu de différence entre les hommes et les femmes. Les gens sont assez interchangeables pour la bonne et simple raison que si la survie était difficile et que si s'il y avait une attaque dans le campement, il faut que les survivants puissent tenir. Donc il fallait que les gens soient un peu capables de tout faire. C'est pour ça que vous verrez qu'il y a peu de différence sur les capacités entre les personnages. Je parlerai un petit peu plus tard je reviendrai sur vos forces et vos faiblesses un peu plus tard. Je continue avec Griffe Timide. Qui es-tu, Griffe Alors, Timide? je suis là. Donc, même âge que Vent Vif, si j'ai bien suivi. C'est une jeune femme très déterminée sur un certain nombre de choses, puisqu'elle sait construire des abris, des pièges, elle manipule les embarcations. Elle a une petite qualité, c'est qu'elle sait elle sait bien allumer les feux et elle sait aussi soigner les brûlures. Donc là-dessus, elle est très déterminée, mais comme son nom l'indique, c'est une petite chose, hein, elle n'est pas épaisse. Et surtout, bon, elle est plutôt réservée, timide hein, sur le reste. Donc c'est pour ça que finalement, son nom lui va très très bien. Elle est réellement très vive, très déterminée sur la chasse et autres, sur la survie, mais plutôt timide sur le reste. Elle fait les choses, mais sans bruit. Merci beaucoup. On va passer au personnage suivant. Alors, moi, Jeter c'est un Glouton déroulé. Subtil. Oui. Je suis un jeune homme, un chasseur de 17 ans. Relativement complet, avec une bonne endurance, une force. Ah, la particularité, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis métis. Donc effectivement, je semblerait que je sois un néandertalien homme long, quelque chose comme ça. Après, je ne sais pas au niveau culturel comment c'est accepté, ou si effectivement je suis purement reconnu comme un membre de la tribu, mais il semblerait sur la fiche que ce soit le cas. Donc comme je vous le disais, assez complet, assez fort, avec quand même une petite étoile de réflexion dans l'œil tout de même à quelques instants. Et il est assez agile assez
assez prolixe de ses mains, au niveau de l'artisanat, que ce soit le bois, l'os ou les sculptures. Je vais plutôt le jouer comme un taiseux de 17 ans, donc je ne sais pas si je suis marié, mais je pense que si on est à l'âge adulte, notre première priorité c'est de trouver une femme et de faire des enfants. Donc si c'est pas le cas, ben je suis en recherche et effectivement ma problématique va être mon statut de métisse. Est-ce que culturellement ça ne me pose pas une relation spécifique avec les autres? Très bien. Alors effectivement, dans le jeu, je vous ai mis des personnages qui sont débutants et qui ne sont pas encore mariés. Donc on jouera pas cette partie-là dans l'histoire. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai oublié, normalement on commençait les consignes étaient de commencer la partie en rappelant les triggers qu'on souhaite éviter dans cette partie. On ne parlera pas dans cette partie, je vous inviterai à éviter de parler d'agression sexuelle, pas d'histoire d'amour entre les PJ, pas d'homophobie, pas d'insectes, il ne devrait pas trop y en avoir cette saison parce que c'est l'hiver. Pas de sexe entre les PJ, pas de torture, pas de verre, tiens donc pas de verre, pas de violence envers les enfants. Moi, il y en a quelques-uns que j'ai rajouté aussi, c'est la scatologie. J'ai eu le droit à un personnage, un joueur, une fois qui était très fan de Black Scato. C'était assez lourdingue, donc maintenant je le dis, on va l'éviter ça. Et effectivement, pour revenir sur Glouton Subtil, c'est un métis, ça veut dire qu'il est un petit peu plus trapu, un peu plus costaud que les autres hommes longs. Sauf que ici, on le verra tout à l'heure, un peu plus bas, on a encore un autre homme long qui lui a une particularité, c'est d'être encore plus trapu qu'un homme long habituel. Mais ça, ce sera dans 2 personnages. Juste avant ça, on va voir qui est Truite Agile. Alors, pour sa part, elle est une jeune femme de 19 ans qui effectivement n'a pas encore d'époux. C'est une chasseuse et guérisseuse qui est un petit peu perchée, hein, comme les gens qui essaient de communiquer avec les esprits, d'observer une truite quand elle n'est pas en train de la chasser, d'observer comment les animaux ou comment le lichen lui-même parle ou agit ou change avec les saisons. Et apparemment pour s'en servir pour faire talisman et baume. Mais sinon, rassurez-vous, elle est finalement le reste du temps normale et elle cause comme tout le monde. Et elle est effectivement très habile dès qu'il s'agit de vous accompagner à la javine, par exemple, ou aux armes de lancer. Très bien. Et on va terminer avec notre dernier homme long qui est Roc Bourru. Alors, Auroch Bourru, lui, c'est une force de la nature, un chasseur, comme tu disais tout à l'heure, trapu, imposant. Il a même fait une de ses spécialités, la chasse à l'ours, parce qu'elle lui procure des sensations comme aucun autre animal, de par sa force et sa puissance. Mais il a une autre facette un peu de sa personnalité qui est que c'est plutôt un bon artisan qui peut travailler différents matériaux pour différents outils ou vêtements. Voilà, pour Auroch Bourru. Très bien. Ça me fait réaliser que j'ai pas ouvert vos fiches sous les yeux. Ce serait pas mal que je les ai sous les yeux, comme ça ce sera plus pratique. Alors je cherche le répertoire. Hop. Ils sont là. Ok. Effectivement. Alors ce que je vais faire, c'est un petit rappel des règles vite fait, puisque à moins que tout le monde ici a déjà joué à Wurm, ou il y en a quelques-uns qui n'ont jamais joué. Jamais joué. Moi, jamais joué. Ok. Donc petit rappel des règles. Donc comme je le disais, c'est un univers où enfin après c'est un jeu qui se veut assez proche de la réalité, mais je pense que dans la mesure où la connaissance de cette époque est encore très incertaine, on
peut se permettre on se permet quand même pas mal d'écart puisque on découvre des choses tous les jours, les archéologues découvrent des choses tous les jours qui remettent en cause ce qu'on croyait avant. Donc ils ont pris un certain nombre dans le jeu, ils ont pris un certain nombre de conventions qui est que les personnages sont assez proches les uns des autres, justement pour avoir cette espèce d'interchangeabilité, que le clan ne soit pas pénalisé si, imaginez qu'une grosse équipe de chasseurs parte et se retrouve massacrée par une meute de lions ou de loups ou de je ne sais quoi, que le reste du clan soit quand même capable de chasser et de survivre. Donc la règle du jeu est que par défaut, tous les jets de dés se font à base de 2d6. Donc vous lancez 2d6, qui va être soit versus une difficulté que je vous donnerai, soit versus un jet d'un personnage adverse. Mais il y a pour faire quand même une petite différence entre les personnages, il y a quand même quelques différences qui peuvent être innées, donc de naissance. C'est ce qu'on appelle les forces. Ce sont un petit peu, prendre l'image, les fées ou les esprits qui se sont penchés sur votre berceau quand vous étiez un bébé. Ces forces qui, si j'en prends un personnage au hasard, le premier qui me tombe, évidemment le premier que j'ouvre, c'est un qui n'est pas de la partie. J'ouvre la deuxième fiche. Je tombe sur Orok Bourru. Par exemple, Orok Bourru, il a comme force habileté des ancêtres, fureur du lion et puissance du bison. L'habileté des ancêtres, ça veut dire que ce sont les ancêtres du clan qui se sont penchés sur lui et qui lui ont donné cette capacité à être un bon artisan. La fureur du lion, ça veut dire que l'esprit du lion s'est penché sur lui, ainsi que l'esprit du bison. L'avantage, c'est que ça va lui donner, par exemple, la fureur du lion, une capacité au combat, en particulier au corps à corps, ou alors pour crier, pour effrayer les proies, qui va être plus efficace que pour d'autres. Donc ça veut dire 1 D6 supplémentaire. On lancera 3 D6 pour les combats au corps à corps ou pour effrayer un ennemi. L'inconvénient, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ces esprits étant quelque part des bénédictions pour vous, vous avez l'obligation de ne pas attaquer les animaux correspondent à ces esprits. C'est-à-dire que Orok Bourru ne doit pas attaquer ni de lion ni de bison. Il peut se défendre éventuellement s'il se fait attaquer, mais en théorie, les lions et les bisons reconnaissent en lui la bénédiction de l'esprit tutélaire et ne devraient pas l'attaquer. Maintenant, ça, c'est à voir. Mais bon, si jamais il se fait attaquer, il peut se défendre, mais il n'a pas le droit d'aller attaquer un lion ou un bison. Et c'est pareil donc pour tous les autres personnages. Si j'en prends un autre au hasard, par exemple, Glouton Subtil, c'est la vitesse du cheval, la force de l'ours et la sagesse du mammouth. Vous avez tous les tu dois éviter d'attaquer ces 3 animaux. Tu ne dois pas attaquer de cheval, tu ne dois pas attaquer d'ours, tu ne dois pas attaquer de mammouth. Ok. Après, tu as le droit, si jamais d'autres personnes dans la tribu ont tué cheval, ours, mammouth, tu as le droit de manger leur viande une fois qu'ils sont morts. Il n'y a pas de tabou avec ça. D'accord. Tu n'as pas le droit de les attaquer. Alors j'en profite pour clarifier, quand je parlais des relations et du langage des choses, c'était justement pour parler des esprits tout à l'heure pour Truite Agile. Ah, effectivement, Truite Agile. Truite Agile, elle est là. Et je rajoute une chose, donc Truite Agile, effectivement, elle a ses forces, elle a la douceur de la loutre et le vol du harfang, donc elle ne doit attaquer ni de loutre ni de harfang, mais ça lui donne la douceur de la loutre, elle sait calmer les émotions, et elle récupère 2 points d'endurance par nuit de sommeil.
Et le vol du Harfang lui permet d'être meilleur en attaque à distance. Un D6 supplémentaire pour lancer des pierres à la fondre, des saguets par exemple, des bâtons de lancer. Et il y a aussi vous avez aussi, donc ça c'est plus le domaine de l'acquis, vous avez des talents et des savoirs secrets. Ces talents vous donnent des faits que vous savez faire des choses que les autres ne savent pas faire. Truite agile, effectivement, elle a la connaissance des esprits, c'est-à-dire qu'elle connaît bien tous ces sujets sur les esprits. Elle sera particulièrement mener des cérémonies et des transes. Les savoirs secrets, ce sont également des talents un petit peu plus forts qui vous donnent des capacités et des pouvoirs pour faire des choses. D'ailleurs, je crois, en relisant donc ton savoir secret truite agile, tradition de la taïga, baume de guérison, normalement, ce que j'ai oublié de faire, de mettre dans les équipements, c'est que quand tu as un savoir secret de ce style-là, baume de guérison, tu démarres le jeu avec déjà 3 sur toi, quoi. 3 baumes de guérison pour toi. Tu peux les rajouter dans tes équipements, je vois que j'ai oublié de le mettre. Tu as déjà 3 baumes de guérison avec toi pour démarrer la partie. Et tu sais en préparer, ça prend environ 4 heures. En théorie, quand on le joue, il faudrait faire un premier jet pour voir si tu arrives à trouver un premier jet de pistage pour arriver à trouver les herbes, les ingrédients nécessaires, et un deuxième jet de difficulté 7 pour réussir à faire ce baume de guérison qui va prendre environ 4 heures de préparation. Et qui confère aux gens blessés un des 6 plus 6 points d'endurance. Et vous avez le voir, c'est utile parce que c'est un jeu qui est particulièrement punitif. Ça peut être assez difficile de toucher ou d'être touché par un adversaire, mais quand on est touché, on peut rapidement perdre beaucoup de points d'un coup. Heureusement, on est en hiver, j'ai envie de dire heureusement, ce qui veut dire que vous avez des vêtements épais qui vous donnent une protection de 2. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous perdez des points d'endurance, vous retirez 2 points. Si par exemple je vous dis vous perdez 5 points d'endurance, vous en perdez en fait que 3. Parce que 5 moins 2, 3. Parce que vos vêtements vont vous protéger de ces coups. Qu'est-ce que j'ajoute ensuite? Donc vous avez effectivement des points d'endurance. Comme vous voyez, vous avez presque tous les mêmes, parce que vous êtes assez similaires les uns les autres, comme je le disais précédemment. À part Glouton Subtil et Roc Bourru qui sont un peu plus costauds, bourrins. Vous avez aussi des points d'expérience qui peuvent vous servir pour relancer des jets. Vous pouvez dire par exemple quand une action est ratée, dire oui mais j'ai quand même l'expérience de faire ce job là. Donc j'utilise mon expérience, donc vous consommez un point d'expérience pour relancer le jet. Dans ce cas vous relancez tous les dés du jet. Une réussite, ouais c'est ça, donc c'est tous les jets du jet, c'est le total, c'est pas, je mélangeais avec un autre jeu, une réussite, on compte le total de points du nombre de jets dans Wurm. Il y a une autre manière aussi d'avoir un peu d'aide, c'est ce qu'on appelle la manne. La manne, vous devez la voir dans vos documents. La manne, c'est l'aide de l'esprit tutélaire de votre clan. En l'occurrence, moi j'ai dit que vous étiez du clan du Dolrou. Le Dol, c'est un espèce de gros renard qui a à peu près la taille d'un chien. Qui vivait à l'époque, et vous avez donc cette bénédiction de cet esprit tutélaire qui vous donne d'idées supplémentaires. C'est-à-dire que vous pouvez à tout moment dire ce jet je veux vraiment le réussir, je
je veux vraiment le réussir et je vois que j'ai pas attribué je vais tout de suite rajouter glouton subtil. Il n'y a pas glouton subtil. Je lui ai pas donné sa fiche de perso dans Wurm. Hop, c'est réparé. La manne, elle vous donne. Vous pouvez dire, je vais faire appel à l'esprit et vous prenez un dé de plus. Vous rajoutez un dé de plus, par exemple, à votre jet. Donc, à ce moment-là, on retire un dé de la manne qui va passer à 9. Bon, la manne démarre avec 2 fois le nombre de joueurs, donc 10. À savoir que si vous ne voulez pas être maudit par l'esprit de votre clan, il faut toujours qu'il y ait au moins un dé dans la manne. Donc pensez à pratiquer de temps en temps un petit rituel. Et si ce rituel est réussi, difficulté 7, vous récupérez un dé dans la manne. Est-ce qu'il y a des choses qui sont particulièrement bien? Peut-être les ancêtres, c'est une des choses qui nous réunirait le plus, que tout le monde a? C'est-à-dire un point de... Quelque chose justement qui irait bien avec la manne, mais c'était pour être RP. Est-ce que se rassembler pour se rappeler de nos ancêtres et de tout ce qu'ils nous ont légué, ce serait une bonne manière? Oui, c'est tout à fait une bonne chose, généralement. Alors, l'esprit de la manne, ça va être plus orienté, pas vers les ancêtres, mais plus orienté vers l'esprit tutélaire du clan. Et pour répondre à la question de Roquebourru, oui, le dé faut le prendre avant de lancer les dés. C'est avant de lancer les dés, on dit je vais prendre un dé dans la manne parce qu'il faut vraiment réussir ce jet là. Mais l'avantage c'est que si jamais vous faites appel à votre expérience pour pousser votre jet, vous pouvez vous relancer tous les dés incluant le dé de la manne. Donc, Ok. voilà. Je me demandais s'il n'y avait pas une autre... je rejetterai un coup d'œil que j'ai jamais utilisé. Est-ce qu'il n'y a pas une autre relance possible outre que l'expérience? De mémoire, je me demande s'il n'y en avait pas un autre. Jette un coup d'œil rapide sur le livre de règles. Est-ce qu'ils ont essayé de faire un jeu de mots avec la mana? Le personnage utilise un point d'expérience pour relancer un dé raté et puis non, il n'y a que l'expérience. Il n'y a que l'expérience pour relancer. Tu disais? Je me demandais s'ils avaient essayé de faire un jeu de mots avec la mana, même si c'est complètement français, la mana. Ben, je ne sais pas. Faudrait poser la question à l'auteur du jeu. Pour moi, c'est plus une malle, c'est un bol, quoi. C'est une manne, un bol de dés. Corne d'abondance. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? J'ai dit d'autres sur les règles ou j'ai d'autres choses à vous dire? Je m'étais fait une fiche normalement. Introduction à Room, voir si je vous ai tout dit. Que je regarde sur ma fiche de notes. Voilà, ça je vous l'ai dit, Les forces, je vous l'ai dit. Les talents cérébrales, la manne, j'en ai parlé. Ici, voilà, il y a ce qu'on appelle les réussites critiques et les échecs. On appelle ça l'aide des esprits. Quand vous faites quand tous les jets font des 6, vous avez ce qu'on appelle une réussite critique, une aide des esprits. Dans ce cas, par exemple, ça vous apporte des aides supplémentaires, mais par exemple en combat, ça va vous apporter, vous ajouterez le résultat de votre attaque à vos points de dégâts. Donc ça peut faire pas mal de dégâts. En revanche, quand vous faites que des 1, c'est ce qu'on appelle un mauvais œil. Ce qui peut vous apporter un handicap supplémentaire. Mais surtout, c'est que le mauvais œil, il reste tant que vous n'avez pas fait un petit rituel pour vous retirer le mauvais œil. C'est-à-dire qu'il faut que vous réunissiez avec les autres membres du groupe et fassiez un rituel. Toujours pareil, difficulté 7. Et si le rituel est réussi, on retire le mauvais œil. Les conséquences du mauvais œil, c'est par exemple en combat, quand vous avez un mauvais œil sur vous. Je vous rappelle, vous avez pu l'avoir avant le combat, le mauvais œil. Si vous n'avez pas fait le rituel pour vous l'enlever, il continue à rester. Vous allez normalement en combat, il faut faire en attaque supérieure ou égale à la défense de l'adversaire.
Quand vous avez un mauvais œil, ça devient supérieur strict. Grosso modo, vous avez un point de moins en attaque. Et ça dure tant que vous n'avez pas fait le rituel pour vous enlever le mauvais œil. Ça, j'ai dit. Ça, je l'ai dit. Un petit brief comme ça que je vous invite à avoir en tête parce que ça va être essentiellement une partie de chasse. Dans cette partie, vous n'allez pas rencontrer d'autres êtres humains. Je sais pas un gros spoil, mais vous allez essentiellement affronter des animaux dans cette partie. Donc ça va être essentiellement une grosse chasse qui va s'avérer assez compliquée et un peu partir en vrille, vous allez voir. Mais l'idée, comment ça se passe la chasse dans Wurm, vous pistez, donc vous faites des jets de pistage pour essayer de trouver des proies. À ce moment-là, vous pouvez décider de vous mettre à l'affût ou en embuscade, ce qui va vous permettre de prendre l'initiative, car il faut savoir que dans Wurm, les adversaires ont toujours l'initiative, sauf si vous avez réussi un affût ou une embuscade, donc un jet de discrétion versus la vigilance de l'adversaire. Vous pouvez également concevoir des pièges. Et c'est là où, je crois, c'est Griftimine nous sera utile, parce qu'elle a le savoir du bièvre, qui fait qu'elle a un bonus à la conception de pièges et de choses comme ça. Vous pouvez également décider d'effrayer votre proie, qui peut avoir deux buts. Effrayer, donc ça c'est Orok Buru avec la fureur du lion, qui a un avantage pour effrayer ses proies. L'avantage de crier pour effrayer la proie, c'est que ça peut soit la mettre en fuite, soit l'affaiblir de sorte que c'est vous qui prenez l'initiative. Donc ça vous permet de frapper en premier. C'est un avantage. Ensuite, il y a l'attaque. Donc vous lancez un jet d'attaque. Sauf surprise, ce sont les PNJ qui ont l'initiative, comme je le disais. Sauf surprise ou effrayé, les PNJ ont l'initiative. Il peut y avoir une poursuite si jamais l'animal a fui. Et une fois que vous avez tué votre animal, il y a... alors je pense que je le ferai pas parce que sinon la partie va se durer des heures, mais normalement, par la suite, on peut faire jouer ce qui s'appelle le dépeçage, parce qu'il faut après, pour tirer un maximum de la proie, on a ce qu'on appelle les jets de boucherie, qui consistent à apprendre à dépecer la proie pour bien récupérer la peau et le plus de viande possible dedans. Et il y a également la règle du foie, qui est que celui qui a tué l'animal, donc celui d'entre vous qui aura fait le jet ultime pour tuer la proie en question, aura le droit de manger son foie. L'avantage, c'est que ça va vous donner la force correspondant à cet animal-là. Par exemple, si jamais vous tuez un mammouth, celui qui fera le dernier jet qui tuera le mammouth aura le droit de manger le foie du mammouth, ce qui lui donnera la sagesse du mammouth. Etc. Cette force dure pendant 24-48 heures. Voilà. Les différents pièges, alors message plus ou moins message à Griftimine. Les différents pièges qui existent, il y a les pièges à pieux et assommoirs. Donc c'est des pièges vers lesquels, enfin les pièges, donc c'est de poser des pieux ou alors de mettre en place un gros tronc d'arbre attaché par des cordes à un arbre et lâcher l'arbre au moment où l'animal passe. Il y a également les pièges à fosse, donc là il faut creuser un trou, il prend un peu plus de temps à faire cela pour faire tomber l'animal dedans. Généralement quand on va faire ce genre de piège, on passe le temps à préparer le piège et après on va essayer d'effrayer l'animal pour le pousser en direction du piège. Il y a également les pièges à collets pour les petits animaux, donc ça va être les lapins, les écureuils, etc. Et les pièges à éboulement si vous êtes dans une région montagneuse, qui consiste à faire tomber des pierres sur l'animal au moment où il passe.
Dans Wurm aussi, petit détail, un petit dernier détail, ce qu'on appelle la cueillette n'inclut pas que la cueillette de végétaux, racines, baies, fruits, etc., herbes, mais ça inclut ce qu'on appelle la cueillette, c'est aussi récolter tous les animaux qui ont été pris dans les pièges à collets. On appelle ça aussi la cueillette. Ça fait pas partie de la chasse classique, c'est la cueillette, c'est ramasser. Donc quand on dit qu'on va à la cueillette, c'est qu'on peut récupérer aussi des écureuils, des musaraignes, enfin, des lapins, des choses comme ça. Je fais le tour, je crois que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à dire alors pour démarrer cette histoire. Donc, est-ce que vous avez des questions, est-ce que vous avez des remarques, vous avez quelque chose à dire, ou on se lance dans l'aventure? Alors moi, pour ma part, après avoir écouté toutes ces explications, je pense que je suis un chasseur plutôt... comment on appelle ça? Je suis plutôt un éclaireur. Du coup, au fond, en tout cas dans ma partie quand on fait une chasse, je pense que au vu du fait que je cours assez vite comme le cheval, donc effectivement, je pense que je suis plutôt éclaireur. J'ai une bonne force au cas où je me retrouve face à une problématique, et j'ai une sagesse de mammouth qui me permet de pouvoir analyser et voilà, analyser un peu une situation. Du coup, à titre, je pense que le perso est plutôt du coup éclaireur dans le cadre d'une chasse. Donc, il va être plutôt un petit peu en avant du groupe, quoi. Tout à fait, exactement. C'est pour ça que je le précisais. Après, du coup, je pense. Après, du coup, voilà, comme on va partir en chasse, à qui est en premier, qui est en deuxième, qui est en ligne, voilà, ça c'est effectivement, je pense que du coup, je suis en première ligne. Il peut y avoir aussi Avec vent moi. vif, oui, c'est ce que Oui. j'allais dire. Qui a ce petit côté agilité, qui peut grimper aux arbres, sur les rochers, sur les choses comme ça. Ok. Donc, vent vif, nous faisons équipe devant. Voilà. Yeah. Très Toi, bien. tu regarderas, moi, je montrerai. Parfait. Et Truite Agile, qui est un petit peu la soigneuse, elle est peut-être un petit peu sur l'arrière. D'accord. Et puis à distance aussi. Voilà. Oui. Donc ça fait de bonnes raisons. Même si elle va être aussi à la conception des pièges, mais là on parle de la première ligne. Mais bon, en cette début de partie, le terrain est assez dégagé. Vous êtes dans une grande plaine. Ce qu'on voit pas trop sur cette image-là, que j'ai essayé de fabriquer avec une intelligence artificielle parce que je trouvais pas l'image qui me plaisait. Il y a peut-être un petit peu moins d'herbe que ça. Vous êtes sur une assez grande plaine, comme je vous le disais, c'est boueux, comment ça, la boue est parfois gelée, mais c'est pas encore trop, c'est pas marécageux, donc vous en avez pas plein les bottes. Mais voilà, donc c'est assez, c'est tristement vide et calme. On est en fin de journée. Vous avez tellement cherché ces derniers jours en vain de la nourriture que vous avez emmené un petit peu avec vous de la nourriture du campement pour votre période de chasse. Mais vous avez tellement cherché en vain que vous avez décidé de vous éloigner un petit peu de votre zone de chasse habituelle et de rejoindre des collines pour passer de l'autre côté. Vous savez que de l'autre côté, il y a une, une vallée qui est réputée giboyeuse, mais qui est quand même assez loin de votre zone de chasse habituelle, où donc vous allez rarement. Mais là, clairement, vous n'avez pas le choix que d'aller dans cette vallée-là, parce que là, vous trouverez vraiment rien. Donc vous décidez de vous diriger vers ces collines-là, et de faire l'escalade de ces collines pour aller vers cette vallée. Et depuis quelques heures, quand vous commencez votre attention, vous sentez que le vent est en train de se lever. Il y en a une, je crois, qui a la... Que je refige mes piches. Il y en a une qui, je crois que c'est soit... C'est soit... truite agile... Ou c'est... Non, c'est pas truite Quelle est la question? agile. C'est le péril, qui est connaissance du péril. C'est plutôt... Alors c'est qui a les connaissances du péril? Griffe timide, truite agile. Il me manque un perso que j'ai pas ouvert. J'ai pas ouvert qui? C'est une des personnages.
Vent vif, truite ça doit être vent vif. Vent vif qui je crois de mémoire a connaissance. Non, connaissance des esprits, ça c'est truite agile. Elle est où vent vif? Elle est là, maîtrise du péril. Voilà, ça y est, je l'ai. C'est tout. Vent vif a maîtrise du péril dans ses savoirs secrets. Je vais donc tous vous demander de me faire un petit jet d'analyse de la situation avec un +1 pour vent vif. Donc du coup 3D pour moi, on est d'accord. Non, c'est +1, c'est 2D +1. C'est pas 3D6. Ah, C'est seulement +1. plus hein. Oh, joli. Oui, bah ça va, hein, il n'y avait pas besoin du 3ème dé finalement. Joli, joli. Bah, effectivement, pour toi, vent vif, ce vent qui se lève est une menace d'orage. Est une menace d'orage qui gronde. Et ton sentiment avec cet orage a l'air n'a pas l'air naturel. Pour ainsi dire, surnaturel. Et donc vous êtes en train de commencer cette ascension de collines. Alors c'est ce que je vous ai mis comme image, c'est presque plus des montagnes que des collines. Mais Des grandes collines de... voilà. Vous êtes un petit peu en train d'essayer de passer ce col au moment où ce vent se lève. Dites-moi ce que vous faites. Continuez cette ascension, vous vous dépêchez d'essayer de passer de l'autre côté. On est en fin d'après-midi. Notre but, c'est de chasser et de trouver des proies. Si on n'a pas, soit on se pose ici, on essaie de trouver, soit on se dépêche. Ouais. Mais tu nous as pas dit qu'il restait un tout petit peu à manger sur ce qu'on avait embarqué? Ouais, On est où vous sur avez les rations vous avez des rations Donc pour on a. vous-même, ouais. Ça, c'est plutôt quand on est coincé, Vous je chassez. dirais. Vous chassez le- en fait pour vous chassez pour le clan, vous chassez pas pour vous. Pour vous, vous avez assez à manger pour quelques jours. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, Vent Vif? Que Qu'est-ce que tu ça leur dis, va... Vif que les esprits n'ont pas l'air très contents. Ah. Un oracle se prépare. Et je crois pas que l'un d'entre nous soit ami des esprits de l'orage et puisse nous protéger. Ah, Non, je effectivement, crois qu'on n'a Rogue pas. Bourru, c'est tout probablement un oubli de ma part. Tu as les peintures corporelles dans ta fiche. J'ai dû oublier de le retransmettre sur Roll20. Ok, ok. Tu as bien peinture corporelle, qui est un talent intéressant puisqu'il te permet de te protéger, il te fait une protection supplémentaire. Le problème en cette saison, je sais pas si c'est super utile parce que il faut que tu sois torse nu, donc tu perds ta protection de deux des vêtements. Donc Ok. je sais pas, mais ça peut servir. Il y a 3 types de peinture corporelle de mémoire. Je vais dû te les mettre sur ta fiche. Ouais, est-ce que je les ai mis sur la fiche? Normalement, ouais, de la 2e page. Il y a 3 types de peintures corporelles. Il y a les peintures de cérémonie qui, elles, peuvent être intéressantes si vous décidez de mener une cérémonie, parce que ça va vous donner un bonus de +1 pour la cérémonie. Les peintures de combat, elles te donnent une protection de +2, donc ça te... Alors ça peut être intéressant, si, parce que tu n'auras pas du coup le malus des vêtements, parce que les vêtements vont te donner un malus de 1 à l'agilité, alors que la peinture corporelle, elle te donne le même bonus de protection, mais tu n'as pas le malus. Donc ça peut être intéressant. Ok, Ça bon à sera un peu savoir. froid, mais c'est pas grave. Si tu bouges bien pendant le combat. Et il y a également les peaux de nuit et les peaux de feu, les 2 autres peintures corporelles. La peau de nuit qui te donne quoi comme bonus? Te donne de la furtivité, te permet de te camoufler et surtout pendant la nuit. Et la peau de feu qui te permet de t'immuniser contre la vermine et la plupart des insectes. Oui, on a dit qu'il n'y avait pas d'insectes, il y avait un trigger insecte dans la partie. C'est bien ça. Mais voilà. Donc voilà. Hop.
Je reprends. Donc, nous étions donc en train de faire cette ascension des collines. On est en train de se demander ce qu'on fait. Et alors, ça ouais, un petit mot. N'hésitez pas à me couper. Moi, ça me gêne pas quand les joueurs me coupent. Ça met un peu plus d'action. Je suis en train de décrire ce que vous êtes en train de faire. Parce que moi, je vais continuer à vous décrire. Si vous m'interrompez pas, je risque d'aller plus loin. Et ça peut être intéressant que vous, par exemple, là, je suis en train de vous dire que vous êtes en train de monter des collines. Vous pouvez tout de suite me dire, ah, je t'arrête tout de suite. On va pas continuer de monter. On va faire ceci, on va faire cela. Vous voyez, vous pouvez, n'hésitez pas à me couper. Ça me gêne pas que vous me coupiez quand je suis en train de faire une description. Ça permet d'un peu plus de dynamisme dans la partie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Vanvif nous dit oups, ça sent pas bon. J'allais dire, pas Winter is coming, mais l'orage is coming. Parce que ça mériterait qu'on en discute en se disant, bon, on continue, on se pose dans un coin. Si le soleil se couche dans pas longtemps, il faudrait peut-être mieux faire un bivouac. Oui. Ouais, parce que ouais, de ce que tu as dit, Damien, on est en fin de journée. On est en fin de journée, oui. Donc le soleil se couche quand, du coup? Oh, je pense que vous avez encore 1 heure ou 2 de marche avant que le soleil se couche. Oh, le temps de faire le feu, de préparer, de faire une petite protection au cas où, une petite heure, ça peut être. Ça peut valoir le coup, ouais. Ouais, juste le temps de faire le campement. Je vois qu'il y a une petite forêt à côté, on a peut-être de quoi se protéger. Au moins, on a... du vent. Les arbres avec de l'orage. Oui, pas faux. Alors, non, vous c'est êtes de dans des l'orage ou collines. c'est... Dans les collines, il peut y avoir des abris rocheux, des grottes, ce genre de choses aussi. Au moins, ça nous permettra d'avoir du couvert et de prendre des branches pour se faire rapidement de quoi s'abriter. Bah, prenons l'heure pour trouver une petite grotte ou un petit endroit pour passer la nuit. Je vais tous vous demander de me faire un jet de pistage. Donc un bonus pour ceux qui ont cette capacité C'est 2d6. à pister. Okay. Alors. C'est joli tout ça. Oh, mais c'est joli. C'est tout. Faut bien être utile de temps en temps. T'inquiète, les échecs sont pas encore arrivés. Pardon. Alors, que je revérifie. Ouais. Ça, c'est vraiment des jeux de fourmis là. Ça... Bah, en fait. T'es timide quoi. À part Griffe timide. Oui, qui est timide. Ben, À part Griffe timide, vous allez tous rapidement retrouver. En fait, ce que vous allez découvrir, c'est des traces. Tiens, tant que j'y suis, Griffe timide, y a, sur ta fiche de personnage, il y a un bouton pour lancer les dés, si tu veux. Tu peux aussi utiliser. C'est vrai que je suis pas ouvert. Ça fait des jolis carrés, mais bon, c'est pas. Ça change pas grand chose, mais bon. Vous allez très rapidement trouver dans la neige des traces fraîches d'ours. Vous remarquez les traces de ce qui semble être une grosse maman ours et de son petit. Et ces traces, elles vont vraisemblablement en descente de la colline. Ce qui vous laisse supposer que la maman ours et son petit sont un petit peu dans la même situation que vous. Elles ont probablement quitté leur abri. Elles sont toutes fraîches. Elles ont probablement quitté leur abri pour aller chercher à manger parce que elles étaient à court de nourriture. Elles étaient un petit peu... L'hiver se prolonge. Voilà. Là. Et ce qui veut dire que si vous remontez ces traces-là, vous allez probablement tomber sur une grotte qui en plus sera vide, puisqu'elle est partie de la grotte. Sauf si elle revient. Elle revient quand même. Ah bah peut-être qu'elle reviendra, mais là, à l'heure actuelle, la grotte est probablement vide. On a une idée de quand elle est partie. Après, elle revient, ça veut dire que si elle revient, faut le temps qu'elle ait trouvé à manger pour revenir. Donc peut-être qu'elle va pas revenir tout de suite, quoi. Ça peut être plusieurs heures, voire plusieurs jours. Hein. Effectivement, le feu, ça devrait suffire. Le feu pourrait suffire amplement. Tu fais un barrage de feu à l'entrée. Où nous pourrions chasser cet ours. Donc pour vous, c'est... Pour sa viande. Ouais. On peut, mais avec son petit, pas sûr. Je suis pas sûr qu'elle viendra nous débusquer si elle est avec son petit. Nous pourrions suivre sa trace.
Pardon. Ah, à vous de me dire. À vous de me dire. On parlait surtout de trouver un abri, non? Ouais. Tout à Bah, fait. vu le temps le temps qui se gâte et la nuit qui arrive. D'énormes nuages noirs commencent à s'annoncer dans le ciel. Je passe à la phase 2 direct. Hein. Voilà. Allons à l'abri. Allons à l'abri, vite, vite. Nous ratons une immense aubaine pour notre clan, mais soit, je vous suis. Et là, effectivement, vous arrivez, vous trouvez un abri rocheux, une entrée de grotte qui juste avant que les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Oui, quand même. Et une belle entrée de grotte qui s'avère un peu glissante, mais vous pourriez vous enfoncer. J'ai une idée, tout le monde. Oui. On pourrait on pourrait avoir les deux mains comme ça. On pourrait être abrité et attendre l'ours pour la tuer. Si on fait J'aime pas de cette feu, idée. Pierre de coups. si on fait pas de feu et qu'on s'embusque à l'entrée, au pire, bon, on sera un peu coincé dedans. Mais on peut lui casser des rocs sur la tête, peut-être, parce que c'est quand même costaud, un ours. Et un ours avec son petit, elle va pas vouloir se laisser faire et elle va rester. Il faut juste savoir qu'il va falloir se battre. Est-ce qu'il n'y a pas des bisons plus faciles? Des bisons. Oui, des choses plus faciles, des souris, des castors, des choses à Cette saison, pas Mais évident. un ours, c'est vous beaucoup de coller. viande. Est-ce que vous voulez vous faire un ours? C'est beaucoup de griffes aussi. Je suis partant. Tu veux un collier? D'accord. Mais Attends, collier. là, en attendant, on se met peut-être un peu à l'abri. On peut en discuter une fois qu'on est à l'abri. Bien sûr, en marchant et tout. Et prenez quelques branches aussi et effacez vos traces et faites en sorte qu'elles ne sentent pas notre odeur, si on peut. Eh ben, fais-moi un jet alors de furtivité. S'il y en a certains d'entre vous qui ont celui qui a le plus de furtivité, je sais plus lequel d'entre vous a le plus de furtivité. Commencer aussi à préparer un pieu ou autre Voilà. pour l'intérieur. Je pensais à ce qu'il allait ramasser les branches, etc. Je ne sais pas ce que ça fait comme résultat. Est-ce qu'il y en a un? Je suis en train de regarder s'il y en a un d'entre vous. Vous pouvez tous jeter, de toute façon, on verra bien. Non, mais s'il y en a un qui a 3d6 par exemple en furtivité, je regarde. Il y avait le fameux éclaireur, peut-être? Non, c'était le personnage que vous avez pas pris qui a. Bah oui, ah bah oui. Ouais, j'ai la sagesse du mammouth avec le test de connaissance et bon sens. Ça peut... Ouais, allez, je peux te donner 3d6 pour ça. Parce que normalement, c'était Charbon Fugueur qui avait invisible, qui avait le savoir secret invisible. Allez, tu peux lancer 3d6 pour voir si tu es le plus habile pour bien effacer les traces. Très bien. Donc ça voudra dire que ce sera... si jamais l'ours revient par ici, je ferai un test de vigilance versus 14. L'ours. Pour voir Il faut si tous qu'on marche dans les... Il faut tous qu'on marche dans les pas de l'ours et qu'on se frotte avec le caca d'ours. D'accord. Ouais, non. On va être répulsif pour le reste des bestioles. C'est vrai. C'est vrai, On avait dit pas de blague sur le caca. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est vrai. C'est pas une blague. C'est Trigger, pas une trigger, blague. trigger, quoi. En tant que chasseur, ça c'est une technique de base. Hein. Je crois que Oui. Bien, et ben vous êtes donc à cette entrée de grotte. Est-ce que vous faites un feu ou pas? Est-ce que vous enfoncez un peu plus dans la grotte ou vous restez à l'entrée? Je pense qu'il faut voir le fond de la grotte pour pas être surpris. Ah bah oui, parce que effectivement. Juste puis, à l'entrée, ça risque de pas bien nous protéger non plus. L'idée, c'était surtout que les animaux rentrent pas. Donc, est-ce qu'on évite le feu de l'entrée, du coup? Est-ce que vous faites un feu à l'entrée de la grotte ou pas? Bah, à l'entrée, c'est mieux si on veut pas mourir. Non, mais on attend l'ours. Si on attend l'ours, on fait pas le feu. Ah oui. Moi, je vais voir s'il y a un fond, une sortie extérieure, enfin ce qu'il y a au bout du. Et par contre, si on peut peut-être s'accompagner avec un peu de lumière, on fera pas de mal. Ouais, bah du coup, faut allumer quelque chose. Torche. Bah vous pouvez vous allumer une petite torche. Éventuellement. Ok. De toute façon, si vous allez rentrer dans la grotte, oui, il faudra que vous allumiez une petite torche, sinon vous allez rien voir.
Donc, est-ce que vous redescendez tous à l'intérieur de la grotte? Est-ce qu'une partie redescend, l'autre reste à l'entrée de la grotte? Il faut faire une veille. Moi, j'accompagne au lancer celui qui descend. Moi, je vais veiller à l'entrée et je vais en Pareil. profiter pour me poser un peu en tailleur, sortir, enlever ma fourrure de mon torse et sortir des petits pots devant moi. Et je vais commencer à me badigeonner de poudre le torse pour me préparer au combat qui va peut-être venir. Tu choisis Je reste à une l'entrée. peinture de type peau de nuit pour la furtivité ou peinture de combat? Non, de combat. D'accord. Et Tu oui, vas je reste, donc- ouais, je reste dans l'entrée, un peu en retrait, mais vraiment vers l'entrée de la grotte. Tu vas donc avoir une protection pendant 6 heures du combat. Par contre, tu n'auras plus de protection contre le froid. Mhm. Surtout si tu fais pas de feu. Bah, je fais le feu de toute façon pour faire ma torche. Je fais un Ouais, feu. mais enfin, entre faire un feu juste pour la torche que tu emmènes avec toi ou faire un feu, je dirais, statique à l'entrée de la grotte, c'est un petit peu pas Ah, pareil. Une expérience, une Une torche, torche, ça ça chauffe. réchauffe très bien. Non, ça sert à rien. Ça réchauffe les doigts? Même pas que, il y a une émanation de chaleur tout autour. Ouais, Tu sais, ouais. Très bien. En plein J'ai hiver, compris je pas suis en bien. débardeur avec mes éventails, donc... Donc pour résumer, qui est à l'entrée de la grotte et qui descend? Moi, je descends. Je suis à l'entrée. C'est Aurore D'où qui ton descend? Oroc bourru reste à l'entrée. D'où Qui ton subtil descend? descend. Donc D'où Ils ton vont Laurent, subtil visiter la descend. grotte. Il y a Glouton subtil, non, qui descend? Il descend, Ouais. oui. Et Truite. Ok. Et donc éclairage. du coup, comme vous parlez pas tous en même temps, donc il y a Auroch Bourru et qui reste à l'entrée? Et moi. Et Griffe Griffe timide. Timide. D'accord, tous les deux vous restez à l'entrée, très bien. Et vous faites pas de feu. Quelle qualité. Enfin, grand Moi, je silence. suis partagée, je le Grand reconnais. silence. Grand silence. C'était l'idée. Non, parce qu'on C'est ça, ours! voulait pas effrayer l'ours, donc Ouais, mais ça nous protège Là, pas vous parce que serez que si... deux, ce sera peut-être compliqué de l'assumer tout seul s'il arrive. Ouais. Moi, j'en ferai un, mais bon. Après, peut-être que le feu pourrait faire peur à l'ours, justement. On pourrait commencer le piège. On peut déjà commencer à regarder si on peut piéger l'endroit. C'est propice à créer un piège ou pas. On va rentrer, on va se faire chasser la gueule. C'est pour ça. Ok, bah du coup, si on commence à faire un piège, en attendant, je remets mon vêtement pour rester plus ou moins au chaud, en attendant de voir si l'ours arrive, et j'aide Griffe Timide si jamais il y a besoin de confectionner un piège avec des matériaux qu'on va récupérer devant la grotte. J'étais en train de regarder. Donc, effectivement, donc ce que vous savez, c'est que alors ceux qui seront à l'entrée, vous savez que le froid, il fait quand même assez froid dehors, donc je vous ferai faire des tests de résistance au froid. Qui Ouais, c'est pourraient, 2d6 aussi. voilà, qui pourraient vous faire, qui pourraient vous faire perdre des points d'endurance si jamais vous échouez. Mais pour l'instant, je le ferai un peu plus tard. Donc c'est à vous qui me décidez. Si vous faites pas de feu, si vous faites, enfin de toute façon que vous fassiez un feu ou pas, je vous ferai faire une test de résistance au froid. Mais le feu vous donnera un bonus. Et vos vêtements vous donneront des bonus. Ouais, Voilà. je disais que le feu, ça aurait pu valoir le coup si on décide de construire des pieux, c'est de les mettre dans le feu pour durcir. Oh, disons que pour les armes, je considère que vous avez vu, je vous ai bien blindé. Normalement, Et ça surtout, va le ce faire. qu'on aura en pierre ou en os sera plus efficace qu'un épée au feu. D'autant qu'une tempête s'annonce. Le vent commence à souffler, l'orage commence à tomber, une pluie glaciale commence à tomber. Bien, alors je vais passer à ceux qui descendent à l'intérieur de la grotte. Eux, je vais vous demander un jet d'agilité, donc avec un bonus pour l'agilité des bouquetins de trucs Moi. agiles. Je vais vous demander de me faire un petit... Parce que le sol descend en pente,
Et très glissant. Alors là, pareil, j'ai essayé de faire. J'ai pas trouvé d'image sympa. J'ai essayé d'en faire avec des intelligences artificielles, mais sans succès. Les résultats étaient affreux. Donc j'ai repris une image du livre, qui est peut-être pas la plus T'inquiète. top. Mais bon. Truite agile, t'as 3d6 même. En agilité? T'as pas l'agilité du bouquetin? Ah non, c'est qui? Ah non, c'est Vent Vif qui a l'agilité du Et bouquetin. moi, Ouais, oui, non, parce que c'était agile, je m'étais trompé. Je m'étais trompé, c'était le agile de Truite Agile qui m'avait perturbé. Et ben, allez-y, faites-moi mon jet d'agilité, ceux qui descendent là. Vent Vif 3d6, formidable. J'ai 9, 7 et 10, c'est ça? 9, 7. non. Non, de quoi? Ouais, non, j'ai rien dit. Je me suis perdu. J'ai 9, 7 et 10. Eh bien, ça passe. Vous sentez que le sol est très glissant à l'entrée, mais vous descendez tous les trois à l'intérieur de cette grotte. Vous avez une petite déclivité que vous éclairez un peu avec votre torche. Vous voyez que l'endroit est après un endroit assez plat, qui pourrait être un endroit intéressant pour vous installer. C'est une salle qui est un peu en deux parties. La première partie dans laquelle vous vous trouvez est relativement plane en forme de croissant de lune et s'ouvre sur deux étroitures infranchissables. L'autre partie s'enfonce dans les profondeurs. Vous voyez que ça continue un peu plus loin. C'est jonché d'un chaos rocheux et glissant. La grotte est totalement abritée des intempéries. Sa température intérieure est de 11 degrés. Donc autant dire que vous n'aurez pas besoin de faire de tests de résistance au froid. Un petit feu pourrait même vous y aider. La cavité est active, c'est-à-dire qu'il y a pas beaucoup de concrétion, donc c'est assez joli à voir. Vous voyez des magnifiques stalactites et des stalagmites qui brillent, qui scintillent, parce que c'est certain, il y a des cristaux qui scintillent à la lumière de votre torche, c'est assez magnifique. Regardez, nous sommes dans la bouche de la terre, avec toutes ses dents. C'est une très belle grotte, et vous pourriez décider d'aller un petit peu plus loin ou de vous arrêter là. Dites-moi. On y va? On Oui, y j'aimerais va? bien voir. Mais oui. Vous voulez aller voir un petit peu plus loin? Eh ben, tant qu'on y est, Est-ce allons-y alors. Dans ce cas, Est-ce qu'on peut aussi savoir l'endroit où se couche l'ours? Est-ce qu'il n'y a pas L'ours, ouais, la couche de l'ours. Bah, apparemment, c'est pas ici la couche de l'ours, donc il a dû aller un petit peu plus loin. Sans doute. Let's go. Donc dans ce cas, vous me refaites un jet d'agilité parce que ça devient un peu plus chaotique la suite. Là, c'est vraiment c'est rocailleux, c'est glissant et c'est un petit peu plus délicat. Et ça passe pour Vent Vif qui réussit brillamment son passage. le risque, c'est que la chute et se faire mal carrément? Ouais, vous allez pas vous tuer. Hein. Si vous perdez 1 ou 2 points d'endurance, ça va être le maximum, je pense. J'essaie de me rendre compte si c'est la peine de puiser dans les mains de nos ancêtres qui protègent sur Non, nous. j'irai pas jusque là. Ah, par contre, effectivement. Comment c'est possible? Comment t'as pu faire 1 avec 2d6? Ah oui, ça fait 1-1. Échec critique, c'est ça. Non, parce que j'ai un -1. À cause de. Ah. À cause des fringues. Et effectivement, Du coup, j'avais oublié que vous aviez -1 à cause des fringues. Mais bon, ça change rien. Et là, donc effectivement, il a pas mis le -1 Truite Agile. Donc Moi non Truite plus. Agile. Non mais toi c'est pas grave, ça passe quand même. Ah. Donc Vent Vif descend avec son habileté connue, sautillant tel un bouquetin sur ces rochers glissants, comme de rien n'était, et arrive en bas sans aucune difficulté. Mais Truite Agile et Glouton Subtil se vautrent par terre, se pètent la figure. Et ce que je vais... Alors, Glouton Subtil, c'est plus loin que ça, c'est que toi, tu vas prendre un mauvais œil. Et... Bah oui. Et Truite Agile, donc je vais faire un petit D4. Un petit D4. Vous perdez tous les deux 3 points d'endurance. Et Glouton Subtil gagne en plus un mauvais œil.
Bon, faudra faire un petit rituel. Vous avez toute la nuit dans la grotte, ça devrait le faire. Faites un petit rituel Ouais. pour enlever le mauvais œil, ça devrait le faire. C'est pas bien méchant, mais ça va vous obliger à faire un petit rituel, quoi. Qu'est-ce que vous découvrez? Esprit de l'inframonde et des ancêtres et des proies, s'il vous plaît, ne nous tenez pas rigueur, nous sommes ici pour notre tribu. Oui, vous ferez ça tout à l'heure. Je vous décris déjà ce qui va vous arriver. Donc effectivement, vous voyez Cloton Subtil qui se tient la tête là, il a un peu du sang sur la main, il s'est vraiment tapé la tête sur les rochers en glissant. Et Truite Agile aussi, c'est un peu tapé sur le coude en glissant, quoi. Bah, je vais aller chercher Glouton Subtil pour aider à se soulever. Merci. De rien. Vous arrivez, donc vous ramassez péniblement vos torches qui sont tombées par terre et vous les rallumez à la lumière de la torche de Vent Vif qui, elle, ne s'est pas éteinte puisqu'elle a brillamment négocié ce passage. En bas, là, c'est là que vous découvrez ce qui semble être effectivement l'antre de l'ours. Vous avez une espèce de tanière, donc un peu avec un peu de végétation qui a été déposée ici pour que ce soit un peu plus comment dire, confortable, mais également pas mal d'ossements, donc des ossements d'ours, mais aussi des ossements de chevaux, de bouquetins, de rongeurs. Vous voyez que ça a été éclaté, que ça a été éclaté par des mâchoires aussi. Des griffades d'ours aussi peuvent être aperçues sur les murs, sur les parois de la grotte. Des quoi? Les griffures peuvent être aperçues sur les parois de la grotte. En analysant les morsures, les rongeurs, vous remarquez que ça vous plaît un peu moins. C'est qu'il n'y a pas que des ours, il y a également les ossements ont été vraisemblablement détruits par des mâchoires de hyènes. Ce qui veut dire qu'il y a probablement une meute de hyènes dans le coin, qui habite dans le coin aussi, et qui est venue dans cette grotte. Il y a également des déjections de hyènes. Donc ça veut dire qu'il y a une meute de hyènes dans le coin, et ça c'est pas bon, et elles ont l'air nombreuses. Des traces de lutte ou de combat Non, pas dans la grotte. Pas de lutte dans la grotte, non. Okay. Elle dit cohabiter avec l'ours. Bah, pas forcément cohabiter, bah, à des périodes différentes, quoi. Les derniers qui habitaient, c'était plutôt les ours. Effectivement, les derniers habitants, c'était les ours, mais il y a probablement aussi une meute de hyènes dans le coin. Est-ce que les traces des hyènes sont fraîches? Moins fraîches que celles des ours. Certes, mais oh, quelques lunes. Ok, bah ça va, c'est tranquille. Elles sont pas dans le coin, ou en tout cas l'ours, peut-être ça suffisait. L'ours, elle hibernait là, normalement, ces temps-ci ou pas? Bah, vous savez que les ours, ils hibernent, entre guillemets, ils hibernent pas vraiment. C'est-à-dire qu'ils ont des sommeils très prolongés, mais c'est pas une vraie hibernation. Ils se réveillent de temps en temps pour chasser. Ils dorment comme ça pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. De temps en temps, ils se réveillent pour manger un peu, puis ils retournent dormir pendant plusieurs semaines, etc. Les ours n'hibernent pas vraiment. Est-ce que vous voyez, je me disais que peut-être la présence de l'ours suffisait à chasser les hyènes. Oui. Bon, au pire, on se préparera à faire un feu si vraiment on se retrouve dans les embêtements. On préparera de quoi faire prendre un feu vite avec une torche en retrait pour pas que l'ours la sente. Ou les hyènes. Oui. Ce que ça vous dit, c'est que l'endroit effectivement est assez dangereux puisque fréquenté par des ours, des hyènes. Voilà. Ce que vous découvrez au site, et là c'est important, vous découvrez des cairns. Donc des cairns, c'est des empilements rocheux. Oui, ça c'est important. Clairement artificiels. Donc qui ont été déposés là par des humains avant vous. Deux grands cairns. Ladies and gentlemen, this is rolling number 5.
1, 2, 3, 4, 5. Everybody on the seat, so come on, roll dice. You're on an epic quest in a tavern. The big villains want some fight and juice. Will you find a path? Be my monster of the week. I'm his role play because stuff ain't cheap. I like Alf, Alfborg, Dragonborn and Tabaxi. And as I continue, you know they're getting better. So what can I do? I really beg you, my DM. To me, playing is just like a sport. Anything flies, it's all good. Let me jump in. Please set in the trumpet. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Cthulhu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Rolling number 5. Press up and down and select it all around. Shake your head to the sound, put your hand on the keyboard. Press 1 step left and 1 step right. 1 to the front and 1 to the side. Clap your hand once, clap your hand twice. And if you look like this, you're doing it right. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Cthulhu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. Fumble. The fumble. Rolling number 5. A little bit of D&D in my life. A little bit of Shadowrun by my side. A little bit of homebrew's all I need. A little bit of Fiasco's what I see. A little bit of Cthulhu in the sun. A little bit of vampire all night long. A little bit of rolling, here I am. A little bit of fun with your DM. I do all to fall in love with a game like you. Cause you can't mix and you can quit. You and me gonna make a crit.